Et puis tu découvres comme ça dans ta librairie où tu vas acheter le journal de Spirou, tu vois un magazine qui s'appelle Rock and Folk, un magazine qui s'appelle Best. Et là, tu les commences à les acheter, puis tu prends des infos sur les Stones, sur les Who, sur tous les groupes. Et voilà, et puis tu creuses, et puis tu t'aperçois que les premiers disques que tu as achetés, c'est pourri, qu'il y a des trucs mieux à écouter, et puis tu creuses. Et puis après, il y a le truc fantastique quand tu es au collège et au lycée, c'est l'échange des disques. Ah. Tu prêtes des disques à tes copains t'en prêtent, et tu fais des cassettes, et tout ça, et ça, c'est génial. Les cassettes, putain, qu'est-ce qu'on a pu en faire des cassettes? Et t'étais aussi variété française? Non, pas variété française, mais... C'était vraiment anglais, anglo-saxon? Ouais, américain. Souvent, j'entendais un Manset, des trucs comme ça. Là, c'était de la pop, c'était aussi bien que du McCartney, que des trucs comme ça. Donc ça, j'aimais. Mais il n'y avait pas beaucoup de groupes français dans les années 70, jusqu'à l'arrivée des punks et de téléphones. Oui. Il fallait vraiment... C'était pas très connu, les groupes français. C'est vrai. C'était assez marginal. C'était vraiment de l'underground. Ouais. Et après, il y a eu Téléphone, il y en a eu plein. Et puis après les années 80, il y avait quoi? Il y avait Gold. Oui, ça c'est plus tard, et puis c'est plus du rock FM, mais disons que... T'appelles ça le rock FM? Ouais, j'appelle ça plutôt du rock FM. C'est-à-dire, comment tu définirais? Du rock pour... l'équivalent du rock FM américain, du rock pour les radios comme Énergie, écouter en voiture ou sur une bonne chaîne stéréo, les trucs plutôt... Et les Walkman. Puis sur les Walkman aussi, des musiques à écouter sur les Walkman. Non, les années 80, c'est riche. On va commencer, Pierre, je te propose. Bonjour les amis, bonjour mes chers indisciplinés. Voilà, nous allons commencer. On était en pleine conversation avec Pierre. Donc Pierre Mikhailov, qui est écrivain, qui a fait plusieurs livres. C'est ton combienième de livres là? Alors, j'ai pas tout à fait compté, on va dire que ça tourne autour d'une trentaine. Ouais. 30, waouh! Ah oui, t'es prolifique. Je suis prolifique. Donc, 30 livres, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donne-nous quelques titres, par exemple. Alors, qu'est-ce que tu nous recommanderais si on veut découvrir ton œuvre? Je vous recommanderais, si vous voulez lire de la fiction, Terminus Las Vegas, qui est un recueil de nouvelles qui est sorti fin 2016. Je vous recommanderais... Chez qui? Chez Paul et Mike. Paul et Mike, un éditeur indépendant. D'accord. Voilà. Je vous recommanderais Cultissime 80, dont on va parler aujourd'hui. Le petit bébé dernier là qui vient de sortir chez Larousse. Et puis un troisième, ma biographie de Serge Gainsbourg. D'accord. Voilà, qui s'appelle L'homme à tête de chou, Gainsbourg confidentiel, qui est disponible en poche maintenant chez Point. Oui, c'est un succès celle-là, non? Celle-là, elle a bien marché. Elle a bien marché. Comment t'as fait pour trouver des choses nouvelles sur Gainsbourg alors que c'est un personnage hyper célèbre Trouver des choses nouvelles, ce que j'ai passé déjà 3 semaines à éplucher toutes les archives de l'INA, tout ce qu'on trouve sur Serge Gainsbourg depuis 1958 jusqu'à son décès en 1991. Et j'ai vraiment tout écouté. Et mon but, c'était de faire parler Gainsbourg dans ce livre. Donc vraiment ressortir toutes les petites phrases de Gainsbourg intéressantes et que ce soit Gainsbourg qui raconte sa vie. D'où le titre Gainsbourg confidentiel. Et je ne l'ai pas agencé comme une biographie chronologique. Chaque chapitre est un thème. Donc il y a l'enfance de Gainsbourg, après il y a Gainsbourg et le cinéma, Gainsbourg et la photo, Gainsbourg et les femmes, Gainsbourg et les albums concept, Gainsbourg et les interprètes. Voilà. Et puis après il y a un chapitre sur Gainsbourg. Donc voilà, l'idée c'était de casser un peu le format biographique, parce que ça, évidemment, il y en a déjà plusieurs très bien. En fait, Gainsbourg, c'est la fin des années 80. En fait, il a balisé, il est mort en quoi, 91 Voilà, 91, c'est la guerre du Golfe, et la guerre du Golfe, c'est la fin des années 80. Il y en a qui disent que c'est 95, avec les grèves, tout d'un coup, la réalité sociale qui éclate alors qu'elle avait été étouffée. Mais en fait, Gainsbourg... les décennies, les fins et les débuts de décennies ne correspondent pas au calendrier. Bien sûr. Au calendrier. Toi, tu dirais quoi? Ça s'arrête quand, les années 80? Les années 80, oui, la guerre du Golfe, c'est un bon... la guerre du Golfe ou la chute de l'URSS, c'est vraiment... C'est vraiment un pivot, chute de l'URSS, 91. Le mur 89 et la chute de l'URSS. Ça c'est des dates clés, 89, la chute du mur. Alors 91. Toi, t'avais quel âge? T'étais où en 89 par exemple? Alors en 89, c'était assez fascinant parce que les nouvelles qui tombaient, assassinat, jugement de Ceausescu et exécution dans l'heure avec des images vidéo de cette exécution. Quoi qu'ait fait le personnage, c'était hallucinant de le voir abattu comme ça par ses propres soldats, ses propres gardes du corps. Enfin, il y avait un truc très malsain dans cette sorte de coup d'État. Enfin, c'était complètement fou.
le monde changeait. L'annonce de la chute du mur de Berlin, c'est un truc incroyable. Dans la journée, un vague fonctionnaire de RDA annonce que les frontières vont être ouvertes. Tu peux les regarder, ils sont là, tu vois, ce petit truc-là. Ok, je leur regarde. Tu leur parles, ils sont donc, en face de toi. Un vague fonctionnaire de la RDA annonce que les frontières vont être ouvertes et que les citoyens de RDA pourront franchir les frontières sans passeport, sans autorisation. Il lit une déclaration en comprenant même pas lui-même ce qu'il est en train de dire. Et d'un seul coup, c'est le buzz incroyable. C'est le buzz incroyable et les Allemands de l'Est se précipitent aux frontières, se précipitent en Allemagne de l'Ouest. Les Allemands se rencontrent, ceux de l'Ouest et de l'Est, se fraternisent. Il y a des familles qui se retrouvent. C'est des images. Moi, j'étais en première au lycée. Donc, Pierre, on va parler ensemble des années 80. Pierre vient de consacrer donc un livre que je mettrai évidemment en lien. Là, je vous demande, mes amis, de partager partout. C'est une vidéo live. On va philosopher ensemble, on va dialoguer. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, c'est maintenant et tout au long de ce live. Voilà, on a Pierre avec nous, qui maintenant est un spécialiste des années 80. Voilà, on est tous un peu spécialistes des années 80 pour ceux qui ont un peu grandi, c'est mon cas dans ces années-là. On connaît tous en tout cas les vrais, hein, pas ceux qui s'y sont mis sur le tard, mais les vrais connaissent tous les génériques par cœur. Je vous attends, donnez-moi juste un titre de générique que je ne pourrais pas chanter avec vous. Je vous mets au défi de me trouver le générique d'un truc connu que je ne pourrais pas chanter avec vous. Je suis sûr que je peux chanter tous les génériques des années 80. Tu peux chanter aussi le top 50. Ouais, je suis incollable. Voilà, donc t'es musicien aussi d'ailleurs? Ouais, un peu. T'as un passé... Moins que toi, mais j'ai un passé de musicien. Ouais, super. Voilà, mes amis, donc on va philosopher sur ces années 80 et on va réfléchir sur ce qui s'est passé en fait dans notre enfance et pourquoi on serait tous enfants des années 80. C'est le titre de cette vidéo live, Philo Live. Donc pendant que vous partagez plusieurs fois chacun sur vos groupes, sur vos pages, à vos amis, tous ceux qui étaient là dans les années 80, alors comment on pourrait décrire l'ado typique des années 80? Qu'est-ce qu'il a? Alors ouais, l'ado typique des années 80, il a plusieurs choses. Il a un Walkman déjà sur les oreilles. Qui coûte cher à l'époque. Qui coûte cher et qui est une petite mécanique assez fragile, ça tombe souvent en panne. On peut même dire qu'il a plusieurs, dans une vie d'ado, il y a plusieurs Walkman parce que ces petites choses sont assez fragiles. L'ado des années 80, il a aussi des couleurs fluo souvent sur lui. C'est vrai. Le fluo, j'avais une chemise fluo en seconde. Le fluo a beaucoup sévi dans les années 80. Ah oui, c'est terrible. Ouais, tout à fait. Bon, il y a plusieurs phases. Hein. Au ski aussi. Au ski, hein. Le fluo au ski, je ne sais pas si c'est encore à la mode, mais moi je me souviens de tenues de ski complètement fluo. Alors après, il y a plusieurs phases. Le début des années 80, c'est ska, très new wave, donc des petits costards, des vestes très cintrées, du noir et blanc, des petites lunettes noires, des cravates fines. Et puis petit à petit, on va évoluer dans la démesure. Hein. Au fur et à mesure des années 80, ça va être de plus en plus spectaculaire. Les cheveux vont se rallonger. Il y avait la queue à un moment. Il y a eu aussi Moi j'en avais. C'était, on se laissait pousser. Je pouvais même la mettre jusque là. C'est un petit peu. On appelle ça la coupe de footballeur ou la mule head. Ouais, j'avais ça. J'ai les cheveux longs. Voilà, donc ça a sévi aussi. Il y a eu aussi une mode chez les publicitaires d'avoir des queues de cheval. Ah, les queues de cheval, oui, ça c'est très. Ça me fait penser tout de suite très média, aux nuls, non, aux inconnus dans le film Les Trois Frères, oui, le mec qui est dans la pub. Ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a eu pas mal de modes comme ça. Il y a eu aussi le Perfecto, c'était un accessoire. J'ai failli en avoir, mais ça coûtait cher. Mais ça coûtait cher, les vrais coûtaient cher. Chevignon, j'ai eu Chevignon. Voilà, Chevignon aussi était une marque importante. Dans les Waikiki, j'ai eu des t-shirts Waikiki et Naf Naf. Et Naf Naf. On voyait ça très beau, dans les très beau suite violet, naf, violet fluo. Il y a les Stan Smith. Et vous, racontez-nous un peu votre look des années 80, allez-y. Il y avait aussi les lettres, les initiales qu'on mettait parfois sur à l'américaine. Ouais, sur les Teddy Boys, des choses comme ça. Et puis au pied, on portait des Stan Smith. Ouais, ou des Weston. Ou des Weston. Dans le 16e arrondissement, on portait des Weston. On essayait d'en trouver. Il y avait aussi le look Nap, Neuilly, Automne, Passy, donc le look BCBG. Là, c'était aussi... Nous, on parlait, je le dis très simplement, on parlait du look fudge. Et c'était très valorisant de s'habiller comme un fudge. Voilà, alors, c'était quoi? C'était par exemple les Weston, Chevignon. C'était chic et à la fois tendance. On disait, il est comme un... Le mot juif fudge en verlan était très positif concernant la mode. Quoi. Vas-y, quoi d'autre? Donc voilà, ça changeait très vite et puis il y a eu aussi des mouvements un petit peu plus underground. Il y a eu un retour des mods. Alors cheveux noués,
le Catogan, dit Liliane. Ouais. Alors, elle est québécoise. Ouais, le donc, Catogan, voilà. Ouais. ouais. Weston, dit Alexandra, ça lui rappelle quelque chose. Madonna, Sandra dit Madonna. Alors Madonna, elle était très importante parce qu'elle portait Ouais. des bijoux qui étaient conçus par une styliste française qui s'appelle Marie-Paul, qui était installée à New York. Alors pour la petite anecdote, cette Marie-Paul, c'est la sœur de Jean Fauque, le parolier de Bachung. Ah oui, Donc c'est la nuit je mens. Voilà, la nuit je mens. Madame Rêve. Madame Rêve. Et donc Marie-Paul, elle a dessiné toutes ces boucles d'oreilles en plastique, tous ces bijoux en plastique que Madonna portait. Ça, c'est la styliste Marie-Paul, qui est donc très importante dans les Le années 80. 501, dit Sandra. Mais oui, Ouais, le le 501. Et le jean noir. On Le porte jean, beaucoup de toutes les jean couleurs. noir. Mais oui, le jean noir. Mais c'est dans les années 80 que le jean noir arrive. Excellent. Et le jean délavé. Il y a tout un truc avec Oui. le jean délavé. Et alors, La veste en jean, la Ouais. chemise en jean. Et alors, Vas-y. à la fin des années 80, en fait, ce qui apparaît, c'est des jeans très larges. Des jeans très larges, on va dire vers 88. Ah oui, bah, genre là, Genre c'est baggy, gangsta. voilà, Ouais, genre là, baggy. c'est rap, là. Et puis, il y a toute la mode hip-hop. Les Les Zoulous. années 80. Moi, Il y a les moi, Zoulous. j'étais le seul Zoulou de l'école, par exemple. Voilà. On était deux, il y en avait un qui m'avait mis là-dedans. Et on était les Zoulous d'un lycée plutôt au Bourges, mais j'étais un Zoulou. Ça, quoi. c'était ultra branché. Hein. Ah ouais, C'était c'est ultra branché. la barberis, la chemise, comment ça s'appelle, l'écharpe barberis, barberis. Ouais, voilà. Il y a donc la mode hip-hop très importante aussi. Les Adidas. Adidas, Voilà, là. Nike. Si vous voyez des images en tête, si vous avez des images en tête de Public Enemy, de tous ces groupes. Énorme. Il y a voilà, le survêtement. Adidas, dit oui Sandra, tu l'avais vu? Voilà, Adidas. Voilà. Jogging, peau de pêche, Adidas. Ouais, jogging, évidemment. Non, Vincent, je suis française, je vis, excuse-moi, en partie au Québec, je suis aussi styliste designer. Mais t'es tout, Liliane, t'as tous les talents, vous m'épatez. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir aussi à la fin des La marque blanc-bleu. Ouais, la marque blanc-bleu. Ouais, vas-y. Alors, un peu moins classe, on va dire plus négligé, c'est à la fin des années 80, le grunge arrive. Donc là, c'est les jeans déchirés. C'est les jeans déchirés, et puis les chemises à carreaux, et on s'en fout, on met un t-shirt. Ah, les chemises Chevignon, je crois d'ailleurs. Non, Ouais. Naf-Naf. Oui, ou À alors, gros carreaux de bûcheron, les chemises de voilà, bûcheron. ou Moi, alors je savais ça. carrément des chemises achetées dans les surplus américains. Ouais. Grosse chemise de bûcheron, voilà. T-shirt pourri, et puis pareil, jeans déchirés au Ouais. genou, le look Jeans grunge. déchirés, Le look grunge. Les jeans, on devait les ouvrir, mettre une écharpe barberise et le recoudre. Ah là là, que de combinaisons, voilà, des belles années. Alors, les années 80, c'est quoi si on devait résumer l'ambiance politique de ces années? Quand on pense années 80 et philosophie, on pense à un ouvrage de François Cusset qui s'appelle La décennie, le cauchemar des années 80, qui est sorti à la découverte en 2006. Et François Cusset montre en fait que entre la mort de Sartre et la première guerre du Golfe, on est dans un cauchemar. Pour lui, c'est l'opposé de ton livre, parce que le livre de Pierre que j'ai lu, c'est un livre gourmand, pétillant, savoureux, très exhaustif. Là, pas du tout. Là, c'est vraiment une thèse qui consiste à dire que dans les années 80, on est dans une sorte de pédagogie de la soumission déguisée en démocratie compassionnelle pour tout le monde. Et c'est un cauchemar parce qu'on est en plein avènement du libéralisme. Les patrons comme Bernard Tapie sont mis au devant de la scène comme des stars. On démantèle tout ce qui est social et on est dans culte du patron. Les radios libres qui en fait sont des radios qui vont faire un maximum de fric. Ils vont pour devenir ceux très qui- vite des radios commerciales. Exactement. L'antiracisme qui est un peu dans une figure compatissante où l'autre doit rester autre mais on l'aime bien quand même. Au début, l'antiracisme, ça Ouais. part de la marche des beurs, donc là, c'est quelque chose Oui, de 83. spontané, de très très bien. Ouais. Mais c'est effectivement très vite SOS récupéré. racisme qui est énorme. C'est très vite récupéré. Alors, et Et toi tu critiques ça, justement parlons de l'antiracisme par exemple. non, des je années trouve que 80. là, justement, ce qui est très positif et ce qui était très bien, c'était cette marche des beurs qui part de Marseille, complètement spontanée, et qui au fur et à mesure... Tu peux nous dire le contexte un peu? Le contexte, il y a eu des agressions racistes, Ouais. si je me rappelle bien, hein, à Il y Marseille. avait des ratonnades, comme on disait à l'époque, ça existait. Voilà. Il y a les Fronts National qui montaient. Voilà, il y a la montée du Front National. Je crois qu'on est en... Les couleurs d'affiches. je crois qu'on est en 83. Ouais. Et je sais même pas si c'est une association au début, un petit groupe d'amis à Marseille décide de monter sur la capitale Ouais. et à chaque fois de s'arrêter dans les villes et de parler, de rencontrer les gens et de parler des problèmes des cités. Et au fur et à mesure qu'ils vont progresser, les médias vont s'intéresser à leur démarche. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont
qui vont se greffer à cette marche et ils vont finir par être reçus par François Mitterrand à l'Élysée qui va promettre... C'était énorme et ça a marqué la conscience de l'antiracisme. Vraiment, il y a eu un avant et un après. Et ceux qui en parlent, moi j'ai pu éditer certains qui en parlent, vraiment c'est un truc important. Alors après, ça va être un petit peu canalisé par SOS Racisme. Voilà. Et disons que les fondateurs, le canal historique de la Marche des Beurs ne se reconnaîtra pas tout à fait dans SOS Racisme. Je me rappelle qu'il y a eu pas mal de... Et pourtant, SOS Racisme, nous, notre génération, j'étais en cinquième. J'étais en cinquième. C'était vraiment touche pas à mon pote, c'était vraiment important. Alors, on avait tous le badge avant le pins. J'oubliais le petit badge, qu'on avait sur les manteaux, les blousons. Alors le pins après, c'est après le pins. Mais d'abord le petit badge jaune, touche pas à mon pote. Jaune et toutes les couleurs, ils ont décliné. Je me rappelle du jaune. Et c'était hyper important. Et c'était aussi des grands concerts, c'était des grands rassemblements, notamment un concert Place de la Concorde en 85, où il y a, je sais pas, 200 ou 300 000 personnes. C'était fou. Tous les artistes sont là. Donc, mouvement très important aussi, SOS Racisme, ça fait partie complètement des années 80. Et quand tu parlais des aspects négatifs des années 80, effectivement, il y en a plein. Moi, j'ai présenté... En quoi ce serait un cauchemar, tu vois? C'est ça l'idée, pour répondre à ce que dit c'est un cauchemar parce qu'il y a Ronald Reagan au pouvoir aux États-Unis, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, et que il se passe plein de choses en coulisses. Aux États-Unis, Reagan essaie d'imposer des dictatures sanguinaires pour remplacer les régimes socialistes ou communistes d'Amérique du Sud. Il y a les sandinistes qui se battent au Nicaragua contre ces tortionnaires que soutient Reagan. Avec Thatcher, il y a cette guerre des Malouines. Donc c'est une période aussi très brutale. C'est une période très brutale où certains chefs d'État n'hésitent pas à faire parler la poudre. Et puis comme tu le disais, en France, il y a 80, c'est l'élection de François Mitterrand, donc c'est un moment très important. On est en pleine euphorie, en pleine utopie. On y croit. Abolition de la peine de mort. La gauche n'a pas été au pouvoir depuis les années 50, donc c'est un énorme changement, un énorme basculement. On passe d'un pouvoir gaulliste, UDF, au pouvoir une coalition PS-PC. Donc changement total et des tas de lois cruciales qui sont votées, abolition de la peine de mort, un peu plus tard, c'est moins tragique, mais c'est important, l'autorisation des radios libres. Voilà. Donc c'est une période où on a l'impression pendant un an et demi, que tout est permis, tout est possible. On sort du giscardisme. On sort du giscardisme, le nombre d'heures hebdomadaires passe de 40 heures à 39 heures. Enfin, il y a plein d'avancées sociales. Le SMIC est augmenté. Enfin, vraiment, on a l'impression que tout va mieux, que tout est magique, que la décennie va être fabuleuse et qu'on entre dans le futur. Et ça ne va pas être tout à fait le cas parce je ne sais plus si c'est 82 ou 83, très vite, 83, plan d'austérité, et là on rigole moins et on s'aperçoit que voilà, l'utopie n'est pas encore tout à fait arrivée. Il y en a qui en parlent encore de façon très traumatique, qui ont été traumatisés par cette gauche qui aurait trahi effectivement sur... On passe de la gauche qui rêve à la gauche qui gère. Et là, d'un seul coup, les héros ne sont plus des musiciens, des poètes, des écrivains. Les héros vont devenir Bernard Tapie, vont devenir les chefs d'entreprise comme ça. Et je me souviens de l'émission Ambition de Bernard Tapie où il se mettait à chanter. C'est surréaliste quand on y pense. Un patron qui se met à chanter, à devenir une vedette presque de showbiz. Et puis on a les années fric, et puis on a ce qui ne s'est pas montré que moi quand j'étais enfant, c'est la drogue qui débarque. Il y a quand même un usage démocratisé de la drogue, de la cocaïne. C'est peut-être pas tout à fait... Dans les rédactions, il paraît que c'était sympa quand même. Voilà, les années fric, c'est peut-être pas tout à fait dissociable des années drogue, puisque la cocaïne, ça va être la grande drogue des années 80. On en prend même quasiment dans des dîners ministériels ou plus ou moins officieusement, mais la cocaïne est partout. C'est in. Dans le spectacle, dans la publicité. C'est aussi les années publicité des années 80. Culture pub. La publicité prend énormément d'importance dans la vie. Séguéla qui nous parle des bienfaits de la pub. Séguéla a aussi une sorte de héros, même titre que Tapie. Il apparaît en télé, il fait des livres. C'est un gourou, c'est quelque part un gourou. Donc on a remplacé les gourous philosophes, les Jean-Paul Sartre, par des Bernard Tapie ou des Séguéla. Ou des Bernard-Henri Lévy qui vantent la pub. En 77, Bernard-Henri Lévy dit si la pub nous aide à diffuser nos idées, vive la publicité. Je veux dire, phrase d'un philosophe entre guillemets. Donc oui, on a affaire à ces experts qui arrivent aussi. Les années 80, c'est aussi et
François Cusset en parle, l'idée des experts, l'idée d'une sorte de privatisation de la parole experte. On croit beaucoup moins, on mobilise le peuple dans une sorte de consensus un peu béat, avec le libéralisme triomphant qui monte, donc des concerts et tout ça, du divertissement, mais concrètement, on confisque aussi les possibilités d'expérimentation sociale et politique qui avaient explosé dans les années 70. Et ce qui est triste aussi, c'est que, pour revenir sur les médias, c'est que OK Magazine, Sandra. OK Magazine, oui. Les filles avaient les stars de l'époque dans leur chambre. Ce qui est triste, c'est que c'est quand même la gauche qui va mettre en place la 5, qui est vraiment la chaîne de divertissement, la chaîne de Strass, la chaîne du paraître, qui ne correspond pas du tout à la gauche qui arrive au pouvoir en 81 et à ses objectifs. Moi, je me rappelle qu'en 81, quand Jack Lang est ministre de la Culture, on va passer en prime time à 20h30. À l'époque, il y a 3 chaînes de télévision et on passe Citizen Kane d'Orson Welles à 20h30. C'est du jamais vu. On amène la culture aux gens. Oui. Les gens rentrent du boulot et après manger, ils vont regarder Citizen Kane, qui d'habitude passe dans un ciné-club. d'Orson Welles. Voilà. Et ça c'est vraiment c'est la vraie gauche. Et là, c'est vraiment la gauche qui applique son programme. Mais effectivement, ça va... Le mieux-disant culturel qu'on a exigé à TF1 à la privatisation de 86-87 et qui a très peu été respecté. Et d'ailleurs, il y a vraiment ce truc énorme, c'est que TF1 va être donné... au monde du privé. Ouais, absolument. Bah, c'est ça aussi. Il y a la grosse défaite de la gauche. Une, à un moment, on l'appelait la une. Ouais. La grosse défaite de la gauche, c'est aussi ça. C'est aussi de ne pas avoir respecté ses promesses en matière d'audiovisuel. Les radios libres qui étaient au début un foisonnement absolument fabuleux de créativité, de gens qui n'étaient pas professionnels, mais qui faisaient des playlists avec des morceaux qu'on n'entendait pas ailleurs, qui invitaient. Il y avait des libres antennes, les gens téléphonaient, ça discutait, on parlait de tout. On parlait de sexe, on parlait de drogue, on parlait de politique, c'était génial. Et puis ces radios vont disparaître petit à petit parce que la publicité va arriver, et puis il va se créer des réseaux, les gros réseaux vont racheter des... Et l'audimat, la frénésie de l'audimat avec la pub. Les gros réseaux vont racheter les petites radios, et puis cette diversité va disparaître, et même chose en télévision, cette espèce de... Il y a des émissions très marrantes au début des années 80, l'émission de Michel Pollack. La dernière séance, dit Cathy. La dernière séance, ça c'est très bien. Je vous dis, je vous chante tous les génériques, hein. Allez-y, testez. La dernière séance était assez dingue. Hein, ça permettait de découvrir des films américains. Incroyable, avec Eddie Mitchell qui nous disait « Bienvenue dans mon cinéma ». Et c'était vraiment pédagogique, c'est vrai. Il y avait quelque chose de... Il y avait des très belles émissions littéraires aussi. Comme lesquels, par exemple il y avait Pivot, apostrophe continuait, il avait commencé avant, mais Pollack, tu en parlais, bon, ça s'est arrêté, je sais plus quand, mais on était dans cette ambiance quand même que le livre c'est important, que le débat, puis il y avait Cavada, non, des émissions, il y avait Anne Sinclair. Anne Sinclair, c'était du débat politique 7 sur 7, elle refaisait toute l'actualité avec un invité, c'était vraiment un moment familial à une heure d'écoute, et c'était passionnant, ça aidait à voir le monde. C'était une heure pour réfléchir, une heure pour discuter avec un invité. Il y avait les animaux du monde, mais à l'heure vraiment genre le dimanche à 18h quoi. Excuse-moi, je peux pas résister. Voilà. Les animaux du monde. Mon père m'obligeait à les regarder en disant c'est la nature, il faut que toi tu es à Paris, tout ça, il faut que tu manges les animaux du monde. Voilà. Donc et ben voilà. Je sais plus pourquoi je parle des animaux du monde, c'est les génériques. Et vous, vos génériques alors c'est quoi? Philippe Bouvard. Philippe Bouvard. Et ouais, le théâtre de Bouvard. Ouais, ça c'est important, ça énorme. Fait découvrir toute une nouvelle génération de comiques. Toute une nouvelle génération et absolument. Et il y avait alors Palace. Et Palace, ça a été très important. C'est génial. Alors ça c'est sur France 3. Attends, il y avait Téléchat. Attends, il y a Récréa 2. Non mais attendez, il y a trop de trucs là. Mais Téléchat, c'était une émission très intelligente pour les enfants. Oh Téléchat, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a eu que 2 saisons, mais ça c'est une... Téléchat, je pourrais tout rebouffer là. Et ça c'était vraiment un programme intelligent pour les enfants. Il n'y a qu'une télé, c'est Téléchat. Voilà, je vous dis tous les génériques. Téléchat, c'est énorme parce que c'était avec Topor qui amenait son côté absurde. Ça amenait... on interrogeait les gluons qui sont les particules minimales de la matière et on faisait des enquêtes sur la matière. C'était vraiment pataphysique. Tu vois, c'était métaphysique et burlesque à la fois, et c'était vraiment, ça jouait sur de la logique, et c'était un peu comme Alice au pays des merveilles, mis à la disposition des enfants d'aujourd'hui, et c'était vraiment passionnant. Voilà, ça c'était génial de permettre à Topor de faire Dallas, 2 saisons. Dallas, vas-y. Bon, Dallas, ça faisait moins réfléchir. Ouais, ça faisait moins réfléchir. Mais énorme succès. Succès Succès de société à l'époque. Je crois que c'était le samedi soir, les gens
attendaient que Dallas soit passé pour sortir le samedi soir. C'était le rendez-vous incontournable. Ouais. Alors Psy Show et Sexy Folies avec Pascal Bourgneau. Psy Show, c'est aussi une émission importante et moi je me souviens pas de ça, je me souviens de... Ouais, vas-y. J'en garde très peu de souvenirs de Psy Show. Comment il s'appelle le mec qui faisait Psy, les trucs de Psy là? Il y avait un Psy connu, Pradier. Pradier? Ça vous dit quelque chose, Pradier? Ça me dit rien. Non. Bon. C'est une colle. Ouais, non, mais il y avait des trucs Psy. Le Psy était à la mode. Il y avait aussi les cartes de tarot de Marseille avec Didier Derlich. Ça dit quelque chose? Ah, je me souviens pas de ça. Didier Derlich, c'était vraiment celui qui tirait les tarots. On lui disait 2-3 chiffres et il tirait les tarots, mais sur toutes les chaînes. Ardisson l'adorait, tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme les jeux de 20 heures perdurent aussi, ça dans les années 70. Maître Capello, ça perdure. Maître Capello, d'ailleurs c'est presque Maître Capello, l'orthographe, le mot et les chiffres et des lettres qui a duré après longtemps, mais qui était le rendez-vous de mes grands-parents. Aussi, on en mangeait quand on était gamin, on mangeait on était obligé d'en manger. De toute façon, il y avait 3 chaînes, donc forcément on en mangeait. Il faut que je me calme. Alors, du jour au lendemain, Dynasty, bien sûr, Dynasty. Tourner Manège, énorme émission, ça aussi. Beaucoup d'émissions de jeux. Le Tinder de l'époque, je veux dire, c'était... Beaucoup d'émissions de jeux comme ça. Abrutissant aussi. Abrutissantes, souvent inspirées de la télé anglo-saxonne, comme aussi l'Académie des 9. L'Académie des 9 que je mangeais avec 9 personnes comme ça, chacun dans une case. Eh oui, j'en ai fait le monde dans le jeu du Phénix. Oui, tout à fait, ça m'a bien... Oui, des questions, il fallait répondre, c'était des stars. Les stars se prêtaient très complaisamment au jeu. Il y avait une star invitée et puis des chroniqueurs. Des chroniqueurs, c'est les premiers, Et c'est une sorte de jeu de morpion. Et Ciellement Mardi, énorme, émission impertinente aussi qui renouvelle la télévision. Alors, pour avancer un peu philosophiquement, parce que sinon on va égrener les souvenirs, ça va pas construire une réflexion. D'abord, j'attends vos questions, on attend vos questions, parce que, Fraggle Rock, ça, entrer dans la danse, bon, ça suffit. Il va falloir qu'on philosophe, là. Pradier, dit Lina, perdu de vue. Pour entrer dans le cœur de la réflexion, il faut quand même réfléchir sur ce que c'est, parce que là on parle beaucoup de divertissement en fait. On parle beaucoup de télévision. La télé dans les années 80, elle est importante. Elle est très importante. Il n'y a pas Internet. Il n'y a pas du tout Internet. Il y a le Minitel, qui est quand même l'ancêtre d'Internet, mais ça reste quand même cheap. Et la télé, si je dois résumer, je mélangerais une sorte d'appel à la jouissance très années 68 dans le discours, mais très performance dans le entrepreneurial, dans la façon de le mettre en place. Je pense par exemple à Canal+, la chaîne qui débarque avec la pornographie en 84 en accès comme ça. Je pense aussi à Colaro et Coco Boy. Tu vois, ce truc où il y a la femme qui se déshabille devant tout le monde, on est en train de manger, il y a une nana qui se met à poil, la fameuse Coco Girl. Donc il y a un truc lié à la sexualité, à la jouissance. Et même quand Tapi nous vend son entreprise et son capitalisme, il y a l'idée qu'il est dans la jouissance de vivre. Dynasty Dallas, c'est la jouissance de vivre grâce au fric. Au cinéma, pareil. On a quoi? On a Richard Gere et... comment ça s'appelle là Pretty Woman. American Gigolo aussi. American Gigolo, Pretty Woman. Il y a l'idée de jouissance et de capitalisme. Donc les années 80, c'est quand même une volonté d'érotiser le capitalisme. D'érotiser le capitalisme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a quelque chose comme ça quand même. Bah oui, totalement. Si on prend le cinéma américain, qui est de toute façon une énorme influence en Europe et en particulier en France, c'est vrai que cette image qu'on a, les films qui cartonnent, c'est des films qui se passent à Los Angeles, qui se passent dans des milieux sociaux extrêmement friqués. C'est pas du tout l'Amérique, c'est pas du tout la vraie Amérique. Ouais. Donc on a cette image faussée, et c'est une période où le fric se décomplexe. Le fait d'aimer le fric, le fait de vouloir gagner du fric est complètement décomplexé par rapport aux années 70, qui sont des années beaucoup plus politiques, beaucoup plus politisées pour les jeunes générations. Les jeunes sont vraiment... Les jeunes n'hésitent pas à faire grève. Alors qu'on va protester pour d'autres choses dans les années 80. Dans les années 70, les protestations sont politiques. Les lycéens, les étudiants vont se mettre en grève quand il y aura des lois pour raccourcir les sursis militaires, etc., des choses comme ça. Et dans les années 80, on va plutôt se battre contre le racisme.
les motivations vont et se déplacer. L'Éthiopie, il y a la famine dans le monde, il y avait une vision tiers-mondiste, voilà. Et c'était pas du tout un gros mot, le tiers-monde. C'était vraiment, il faut les aider, quoi. Voilà, il y a des famines incroyables. We are the world. Et puis il y a aussi l'importance des ONG qui commencent à percer à ce moment-là aussi. Ouais, un début de l'altermondialisation. Enfin, on n'est pas encore là, mais on sent que ça monte. Des organisations non gouvernementales. On s'aperçoit que le gouvernement, l'État ne peut pas tout faire, ou que parfois il ne fait rien. Et les citoyens se bougent et montent des ONG. Ouais. Regarde, je lis ce que dit Farid. Quête du bonheur par la projection sur le regard du spectateur. Donc là, c'est l'impact de la télé. Et c'est vrai qu'on est dans quelque chose de... moi, comme j'étais un enfant dans les années 80, j'ai tout mangé. Et c'est vrai que ce qu'il en sort, c'est... en fait, il y a une immense rupture dans les années 80 quand on est enfant, c'est de passer des récré à 2 au Club Dorothée. Et en fait, ça résume, pour moi, ce qu'est la décennie 80. Club Dorothée, on cherche à rendre l'enfant intelligent, on l'éduque, il y a toutes les pédagogies, ça va de l'animation, toutes les animations, tous les talents sont convoqués, on sollicite l'imaginaire, on apprend des chansons, c'est presque une continuation enchantée de l'école. Récré à 2, vraiment, c'est Les mains ont ma parole, une émission où il y a une charmante jeune fille qui nous explique des contes avec le langage des signes, par exemple, tu vois. Et donc ça c'est Récré à 2. Et quand on arrive dans le Club Dorothée, ça se privatise, ça va sur TF1, et là c'est un club, c'est pas récré, c'est un club. Et là, il s'agit d'avoir sa carte de membre, il s'agit d'être complètement dans un flot de merchandising énorme, une chanson de Dorothée, il faut y aller au concert, et on entre dans une logique capitaliste. Et donc pour moi, ça résume bien cette transition entre l'utopie des années 70 et la volonté de changement social, et la grille de lecture sociale des problèmes, et puis l'entrée dans les années 90, qui seront des années de sélection sociale, et puis de concurrence effrénée, d'essolement et d'individualisme forcené. Et donc le passage symbolique, métaphorique du Club Dorothée, du Récré à 2 au Club Dorothée, signe pour moi une rupture au cœur de ces années-là. Oui, c'est ça, il y a beaucoup plus de... C'est vraiment symbolique, ce passage d'une chaîne publique à une chaîne privée. Et puis il y a beaucoup plus de naïveté, de générosité dans Récré à 2, évidemment. Mais c'est tout ce que pouvait permettre le service public, et à la limite ce rôle qu'il ne remplit plus aujourd'hui, qui était un héritage de la télévision des années 60-70, qui s'effiloche dans les années 80, malheureusement. Alors il y a eu des remontées, il y a toujours une résistance. Avec parfois des sursauts. Voilà, des sursauts, parce qu'en interne dans la télévision, il y a des gens qui luttent pour que la culture arrive, pour que les vrais débats arrivent. Le problème, c'est que c'est des rapports de force, tout ça. Et les années 80 ont beaucoup laissé effectivement la place à un rapport de force qui nous raconte un récit. Et le récit qu'on nous raconte, c'est le monde va être génial, les ordinateurs arrivent, et le succès dépend quand même des capacités individuelles. Il y a quand même ce mythe que avoir du succès, c'est une question de volonté. C'est une période de compétition. C'est une période où riante, avec des vannes, avec des blagues, soi-disant riante, mais c'est quand même une période de compétition, de sélection. Et c'est vrai que le concept de sélection va être mis en valeur, va être très important dans les années 80. Il faut gagner, il faut écraser les autres, il faut être le premier, il faut être devant les autres. Le sida qui apparaît aussi. Donc le sida, c'est quelqu'un qui dit l'apparition des lianes, l'apparition du sida. Le premier conflit en Syrie, on était plus fraternel, dit Géraldina. On était plus fraternel. Et la catastrophe de Tchernobyl. Ouais, énorme. Voilà, aussi, ça c'est des gros marqueurs des années 80. Le sida, c'est au départ des maladies qu'on ne cerne pas bien, qui touchent les homosexuels. On croyait que c'était les homosexuels la seulement. Communauté homosexuelle, on n'a pas encore découvert le VIH. Les laboratoires cherchent, analysent et auscultent ces malades. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont, une forme de cancer, on ne sait pas trop. Pendant un an ou deux, c'est une maladie très mystérieuse, et puis d'un seul coup, on découvre le VIH, on comprend comment le VIH se transmet. Et là c'est la fin de l'insouciance, de la libération sexuelle née dans les années 60, qui vraiment culmine dans les années 70, où il y a le concept d'amour libre est vraiment à son zénith.
Et là, c'est la parano totale. On commence à se méfier de son partenaire. Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est malade? Tu mets des préservatifs, hein. Tu fais ce que tu veux, mais tu mets des préservatifs. Voilà, et puis les parents s'inquiètent effectivement, demandent le port de cet accessoire fort utile. Et oui, on commence, il y a une méfiance. On n'est plus dans cet échange. Ah non, ça devient. C'est qui es-tu? Tu risques de crever. Tu vas faire l'amour, mais tu risques de crever. L'amour peut entraîner la mort. C'est un truc aberrant. Énorme. Cette chose qui est censée être du plaisir, de l'échange, du partage, peut donner la mort. Donc ça change complètement le rapport à l'amour, le rapport au sexe, le rapport au partenaire. C'est une période aussi très paranoïaque à cause de ça. Ouais, énorme. Alors, les chanteurs sont très mobilisés. Il y a du Renaud, il y a du Balavoine, il y a Coluche dans les années 80 quand même, qui est hyper important parce que il apporte la bouffonnerie nécessaire pour dégonfler les égos. Il apporte l'irrévérence et on a besoin de ça. C'est des années où on arrive à être irrévérent quand même, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ouais. Il y a aussi les nuls sur Canal+, donc il y a cette espèce de ton irrévérencieux qui est important et qui fait du bien, parce que c'est aussi une période où pas mal de gens se prennent très au sérieux. Donc dans ces périodes, les clowns sont très importants. Les clowns, les pitres sont très importants parce qu'ils dénoncent ce genre de choses. Il y avait Antoine Decaune, qui était au meilleur de sa forme dans ces années. Qu'est-ce que vous dites? Mariage de Leluron et Coluche, oui, tout à fait. Voilà, des événements comme ça qui, mine de rien, scandaient la vie sociale. Faut réfléchir un petit peu la société. On lit vos messages, n'hésitez pas, allez-y, hein, et partagez, n'oubliez pas, vous partagez partout. Alors... Les restos du cœur. Ouais, restos du cœur. Voilà. On pouvait aller à Paris sans visa. Waouh. Farid qui est marocain. C'est sûr que les frontières se sont extrêmement durcies. On n'avait pas peur de l'étranger, enfin à part né dans un contexte d'extrême droite. L'étranger, c'était quand même une gourmandise. Moi, j'ai souvenir que on chantait quand on était tout gamin 900 millions de Chinois et moi. C'était, on n'était pas dans l'angoisse de l'étranger. On était plutôt dans une volonté de parcourir le monde sans avoir encore les moyens. Oui. Alors, tu parles de Chine, il y a aussi Tiananmen, il y a aussi le massacre de la place Tiananmen. On découvre que sous cette apparence de pouvoir où tout le monde est très consensuel, où tout le monde est d'accord, non, il y a des protestataires, il y a des étudiants qui protestent, ça aussi choque, et puis la répression qui s'ensuit. Donc ça, c'est aussi un moment important de la fin des années 80. Ouais. Alors, les frontières, n'oublions pas qu'à l'époque, pour aller en Belgique, pour aller en Allemagne, en Espagne, il y a encore des frontières à l'époque. Oui. N'oublions pas qu'on ne circule pas encore on circule pas en... Il y a les francs et puis il y a toutes les autres monnaies. Et puis chaque État a sa monnaie, chaque État... C'est compliqué. C'est plus compliqué qu'aujourd'hui de voyager. Si tu veux voyager en Allemagne, tu dois changer, acheter des Deutschmark, passer une frontière, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Après, par rapport aux autres continents, c'est sûr que c'est encore autre chose. Alors, Nour, les clowns sont devenus des fonctionnaires. Pas une émission radio, télé sans un comique aujourd'hui. C'est vrai. Géraldina, l'étranger était universel. Nour, en province, il y avait des ratonnades. Dans quel monde vivez-vous? J'en ai parlé, Nour, ne t'énerve pas, parle avec nous. On a parlé au début, oui. Philosophe avec nous, donne ton point de vue, il n'y a aucun problème, mais on l'a évoqué, bien sûr. On a parlé de la marche des beurs en 83. Et puis c'est la montée aussi du Front National qui bien commence sûr. à... Non, bien sûr, un vrai... Et qui est quand même condamné, même médiatiquement. Je veux dire, la dédiabolisation du Front National, c'est tardif. C'est les années 2000, à la rigueur, 95-2000. Là, pour l'instant, c'est le diable. On nous présente... mais c'est un diable, on sent qu'on en aura besoin, ce diable. Et d'ailleurs, Mitterrand a participé un peu à sa mise en place, à ce diable-là. Et quand il a joué avec le feu, là. Il a joué avec le feu. Ouais. Et quand il apparaît dans les plateaux télé, on le regarde pour dire du mal de lui, mais on est quand même séduit par sa gouaille. On est séduit par sa rhétorique. Mais le plus effrayant, c'est que... Ce qui est horrible. Quand Jean-Marie Le Pen fait les grandes émissions politiques de l'époque, il fait péter les scores. Il fait péter les scores plus que Raymond Barre, plus que machin. Les gens le regardent. Les gens l'écoutent. Et aujourd'hui, on est vachement là-dedans. C'est-à-dire que les mecs qui disent des énormités... Tu parles fort, donc on t'écoute. Tu peux dire des grosses conneries, mais du moment où tu parles fort, on t'écoute. Ouais. Oui, et puis il y a la fascination du mal. Il y a quand même l'idée que t'es connoté comme étant dans le camp du mal, parce qu'à l'époque, vraiment, l'extrême droite, c'était vraiment...
tout le monde était contre, enfin je veux dire, on n'était pas du tout dans une droitisation, une extrême droitisation de la société. Cabu se moquait de lui, tout le monde était contre, sauf les 10% qui votaient pour le FN c'est ça, et qui étaient d'ailleurs qui n'osaient pas avouer, etc. La grande décomplexion a lieu en 2002 quand... C'était un vote honteux, c'était un vote honteux, c'était vraiment... voilà. Mais il n'y avait pas ce côté qu'a insinué toute une tripotée maintenant de sinistres personnages, de dire que finalement, vouloir le mal, c'est chic, c'est bien, c'est moderne. Ça, c'est vraiment les années 2008-2010 qui amènent, et notamment par les réseaux sociaux, cette idée que haïr, c'est super cool, et puis dire des énormités racistes, etc., c'est vachement bien. C'est d'autant plus facile sur les réseaux sociaux qu'on peut prendre un pseudo et voilà, balancer des horreurs sans révéler son identité. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a peu de je dirais, de prise de parole des citoyens. Je trouve que... Dans les années 80 ? C'est vrai, il y a ça. À part les radios libres et tout ça, où effectivement les gens peuvent témoigner, j'ai pas de figure citoyenne lambda, parler, échanger, enfin, y en a-t-il déjà eu, mais j'ai vraiment... Il y a des stars qui sont là, qui existent, qui prennent vraiment la parole à la place, qui relaient, mais là, aujourd'hui, avec les youtubeurs, n'importe qui peut s'exprimer. Il y a des échanges... On va dire sur une radio qui s'appelle à l'époque Carbone 14, où il y a beaucoup de libre antenne. Et là, c'est le délire total, où comme je disais tout à l'heure, on parle ouvertement de sexe, de drogue. C'est une radio qui sera d'ailleurs interdite, parce qu'il y aura des moments où, pour la censure de l'époque, Carbone 14 ira trop loin. Notamment, à un moment donné, il y a un couple qui fait l'amour en direct à l'antenne. Et là la radio est interdite pendant plusieurs jours. Alors, on se souvient des Berruriers Noirs. Ah oui, il y a un rock de contestation qui est là, très fort. Ouais, il y a le mouvement des squats, le mouvement du rock indépendant. Ouais. Et là, c'est toute une scène. C'est ton rayon, parce que tu adores ça. C'est un petit peu mon rayon. Et c'est vrai que c'est toute une scène qui refuse le jeu des maisons de disques, des majors, et qui décide de s'organiser. Les indépendants. Par elles-mêmes. Donc, les gens vivent dans des squats. Ils organisent des concerts, il n'y a pas de billetterie, les gens donnent ce qu'ils peuvent donner, et puis on squatte des vieux immeubles avant qu'ils soient démolis dans les quartiers de la périphérie parisienne, 19e arrondissement, 20e arrondissement, Montreuil. On crée des petits labels, on crée des tout petits labels sur cassette, après sur album, et puis ça se met à marcher parce que les gens ont envie d'autre chose. Le public... au-delà du top 50, au-delà du rock très formaté, a envie d'écouter autre chose avec des paroles qui parlent aux gens. Les textes sont en français, les textes sont politiques, les textes sont revendicatifs. La boucherie prod, la Mano Negra. Il y a la Mano Negra, il y a les Berruriers Noirs. Et tout ça, c'était un truc qui manquait. Les Négresses Vertes, Les Négresses Vertes. Voilà, ça manquait. Et c'est un rock qui aussi renoue avec les racines de la chanson populaire française. C'est vrai. De la chanson... Très beau d'ailleurs, il y a des belles harmonies, c'est très bien foutu. Hein. Donc voilà, un truc populaire et qui... Il y a aussi un rock complètement beauf... dans la bouche de Daniela, Elmer Footbeat. Elmer Footbeat. Alors là, vraiment, on est dans le provoque, quoi, vraiment. Mais ouais, très intéressant. Il y a beaucoup d'humour, je trouve, dit Géraldina. Yacine, mythique, le concert Metallica à Moscou en 91. Cécile, il n'y avait pas de consumérisme culturel, si, point d'interrogation. Ici, il y avait quand même, il y avait les stars, il fallait manger. Et c'est vrai que la musique était partagée grâce aux cassettes, mais c'était très laborieux. Oui, et puis c'est encore, pour la musique, c'est une époque différente, c'est une époque où on vend encore des disques. Hein, il n'y a pas c'est vrai. Il n'y a pas de la musique sur Internet. Ouais. Il y a toujours des crises en musique, des hauts et des bas, mais en gros, on vend encore des disques physiques. Donc les maisons de disques ont plein d'argent, il y a des grosses productions, il y a des clips, c'est les années clips. C'est les années où l'image... Michael Jackson. Voilà. Ah oui, le clip énorme. de Thriller est réalisé par John Landis. C'est un clip qui fait, je sais plus, 12 ou 13 minutes. Ouais. Donc il coûte plusieurs millions de dollars et il a carrément le coût d'un long métrage. Donc les maisons de disques ont énormément d'argent. Il y a des stars qui vendent énormément de disques comme Bruce Springsteen, comme Madonna, comme U2. Et donc c'est une surenchère d'images de Free et de Queen aussi. Et les clips sont mégalomanes, ils passent sur MTV, ils passent sur certaines chaînes françaises comme M6, TV6. Mais même Michael Jackson, c'est à Champs-Élysées, la fameuse émission de Michel Drucker qui a eu un revival sur la suite. Et il nous dit, là, il y a un auteur, c'est incroyable, il y a Gainsbourg qui présente, il dit, ouais, Michael Jackson, il est génial sur ça, mais il va pas durer. Bon, là, il s'est un peu planté. Mais effectivement, on est là-dessus. On est dans les clips qui arrivent, Mylène Farmer, je me souviens des clips de Mylène Farmer.
On a quand même dans la chanson des tubes absolus. On a Rita Mitsuko. Ouais, il y a des tubes fabuleux en Rita France. Mitsuko, Marcia Balla. On a Toi, mon toi. Voilà, il y a tout ce qu'on appelle des one hit wonder, des gens qui font un tube et qui s'en vont. Bah, donc, attends, on va en trouver quelques-uns. Il y a Luna Parker, par exemple. Ouais, Luna Parker. Tes états d'Amérique. Tes états d'âme sont pour moi, Eric. Ah non, je suis un collab. Comme les états d'Amérique. Voyage. Plus haut, ouais. Il y a aussi les avions. Dis-moi le titre de la chanson. Nuit sauvage, je crois que c'est la nuit sauvage. La nuit est chaude. La nuit est chaude, elle est sauvage. Ok, je l'ai. Voilà. Gold, mais alors là, il y a plusieurs tubes, c'est pas des one hit wonder. Gold, il y a que des tubes. Goldman. Alors Goldman, mais la décennie 80 lui appartient. Parce que non seulement Goldman. Partout. Il a à chaque fois entre gris clair et gris foncé. À chaque fois que Goldman sort un album, c'est un hit. Et puis en plus, il écrit pour Hallyday, il écrit pour les autres. Hallyday, Tennessee. Non, ça c'était Michel Berger. Ah, c'est Michel Berger. Il écrit l'autre album de Hallyday, Gang, qui sort l'année d'après. Ouais. Mais on vient de citer Michel Berger, il est extrêmement important dans les années 80. Michel Berger, trop sympa, philosophe. Il a fait sa thèse sur son mémoire sur Dylan d'ailleurs. Bob Dylan. Bon, oui, vas-y. Il écrit pour lui, il écrit pour France Gall, et c'est à chaque fois des albums et il y a Renaud aussi. Renaud, énorme. Artiste des années 80 aussi. Énorme Renaud, mais abonné au irrévérencieux venant de 68, parce qu'il était très jeune là-bas et il faisait partie de ça et nourri. Et alors vraiment magnifique, Renaud, Madame Thatcher d'ailleurs. Morgane de Toi, oh là là, qu'est-ce qu'on a. Excuse-moi, mais là du coup je pense à des trucs, il y a des slows, on danse le slow. C'est-à-dire qu'on a 12 ans, on est en colonie de vacances et on se retrouve à danser des slows. Tu penses à quoi par exemple I'm still loving you. Scorpion. Oh là 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 là, oh le slow. Ou Hotel California, je veux dire. Là t'es dans les années 70. Ah non mais non, dans les années... dites-le, allez-y, argumentez un peu. Ça passait peut-être. Hotel California, ceux qui vont grandir dans les années 80, on en mangeait dans les slows, dans les boîtes. Regardez, il like tout ça. Ah non mais énorme, c'est le truc, mais constamment. Ouais, c'est énorme les slows. C'est-à-dire tout d'un coup, on peut être collé à une fille, on n'a pas encore embrassé une fille, mais on est collé à elle, et alors voilà. Et quand c'est la monitrice, c'est encore mieux, mais bon, voilà. Mais ça existait avant les années 80. C'est vrai, les slows, comme ça, collés bah oui, c'est les slows. Ah ouais. Bon, d'accord. Ouais, les slows quand même. Ouais. Toi, t'es quelle année, toi? Moi, je suis plus vieux que toi, et on dansait le slow même. D'accord. Avant les années 80. Bon, zut, on n'a pas innové. Mais on a innové sur les micro-ordinateurs. Ah oui. Ah bah oui. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et puis les premiers... Moi, je découvre ça à 10 ans, j'appuie, j'ai des cours, je suis la seule école peut-être à avoir des cours d'informatique où on avait 10 ans. Avec un quoi? Avec un Apple IIe. Un Apple II déjà, ouais. Ce qui était déjà bien à l'époque. C'était énorme, un cours un peu spécial. Et donc, on a eu des cours d'informatique. Mais alors, c'est fini, après j'ai eu le virus et j'ai programmé toute ma vie. Et donc, on découvre cette machine et on sait que c'est le futur. Il y a Wargames, le film Wargames de Spielberg, qui nous montre qu'avec le futur d'Internet, on va pouvoir avoir des guerres mondiales, ça va être génial. Mais là, non, c'était pas Spielberg, je crois que c'était John Padham. Peut-être. Qui a aussi, Wargames. Wargames, très bon film d'ailleurs, film que j'adore. Ouais. Et on est vraiment dans cette idée que l'ordinateur c'est l'avenir, et on a peur, et on est un peu dans des réflexions. Et il y a déjà les prémices d'Internet dans Wargames, parce que le gamin Atari. Bah oui, on l'a mis sur notre annonce, Atari, ça, une idée de Pierre. Moi je suis très fan d'Atari. Moi j'ai eu un Atari, moi aussi, ah oui, 800 XL moi. Moi j'ai eu celui avec le disque dur, le méga STE. Ah oui, mais après. Ouais. Non, c'est après, il triche, c'est pas 80. Je l'ai acheté en 91, mais... Ah voilà, moi je l'ai eu après, pas très loin après. Le 1040 STE. Mais j'ai eu le 800 XL, j'ai appris à programmer avec le poste de télé 800 XL. Bref, oui, énorme. Ouais, donc la peur de l'ordinateur et la fascination, on sentait que ça allait changer la donne. Et d'ailleurs, on apprenait à programmer, c'est-à-dire qu'il y avait des magazines comme Tilt, un magazine où il te donnait des lignes de programme que tu recopiais et ça te faisait un jeu ou un programme. C'est hallucinant. Il t'apprenait à coder. Je ne sais pas si vous voyez l'exigence intellectuelle qu'il faut pour pouvoir entrer dans un code, etc. Et on donnait ça aux gamins de 15 ans, de 10 ans. Mais de toute façon, sur les premiers ordinateurs comme ça, personnels, il n'y a pas Windows. C'est ça. Voilà, on tape des lignes, on écrit, on dialogue avec l'ordinateur en écrivant. Et les jeux de rôle pour moi aussi. Ouais, les jeux de rôle, ouais. Donjons et Dragons, tous ces univers-là.
avec la revue Jeux et Stratégie, ou Casus Belli, consacrée aux jeux de rôle. Et il y a la série aussi, là c'est des livres, le livre dont vous êtes le héros. Ah bah énorme, j'ai appris à lire avec ça. Tu avances de façon interactive dans le livre. Des paragraphes numérotés, et en fonction des actions qu'on veut faire, on va... tu parles, je les connais quasiment tous. C'est un principe informatique aussi, quelque part. C'est un principe informatique, c'est non linéaire, c'est le début de la non-linéarité dans la littérature. Et alors je les connais tous par cœur, pareil, vous pouvez me chuter un collab. Le DOS, le Club des 5. Le Club des 5, c'est ancien, non? Dans les Congo. Les petits jeux. Les petits jeux sur les consoles portables, les petits Nintendo là, les méga complètement répétitifs, ça s'accélère, c'est tout. Alors on va arrêter. Tetris aussi. Tetris, énorme. Pac-Man. Arrêtons d'égrener les souvenirs, essayons de trouver des lignes. Qu'est-ce qui, toi, dans la rédaction de ce livre, le cultissime 80-80s, qu'est-ce qui a été de l'ordre de la révélation, des choses que tu n'avais peut-être pas comprise ou aperçue, et que tout d'un coup, en rédigeant ce livre donc pour Larousse, tu t'es dit, tiens, je ne l'avais pas vu. Quelles sont les découvertes que tu as faites quand tu as exploré le monde des années 80? Franchement, les années 80, vu d'aujourd'hui, vu depuis 2017, depuis 2018, ça correspond quand même un peu à un âge d'or, où des expériences étaient possibles. Des expériences étaient possibles sans qu'il y ait à remuer des financiers, sans qu'il y ait à trouver des millions d'euros, des millions de dollars pour faire des choses. La débrouille, le système D. Oui, et puis même sur une chaîne de télé publique, on pouvait trouver un budget pour faire une série délirante comme Palace, comme Téléchat, des choses comme ça qui étaient très innovantes. Je ne sais pas si ça serait possible aujourd'hui. Donc c'est une époque où on peut rêver, on peut réaliser ses rêves. Il y a encore moyen, même si en parallèle, il y a une montée comme ça du libéralisme, une montée de la rentabilité à tout prix. Des justiciers milliardaires, vous la connaissez celle-là, justiciers milliardaires. C'est une série. L'amour du risque. Mais l'amour du risque. Ouais. Dans les séries, souvent les personnages principaux, les héros des séries sont souvent des milliardaires, des choses comme ça, qui mènent des enquêtes. Donc il y a aussi ce côté prestigieux. Mais tu dis qu'il y avait, Géraldina nous dit, il y avait de la fraternité et la joie de vivre, dit Sandra. Alors après, il ne faut pas non plus idéaliser. MacGyver. Faut pas idéaliser. Il y a des choses très, très noires. Il y a du chômage aussi dans les années 80. Il y a le chômage structurel de masse qui monte. Voilà, il y a du racisme. Il y a des choses qui vont pas bien du tout. Mais malgré tout, c'est une époque où des utopies sont réalisables, comme par exemple le Live Aid. C'est un truc énorme. C'est le plus gros concert jamais organisé par Bob Geldof et Midge Ure. C'est deux Anglais qui sont des musiciens. C'est pas des hommes politiques, c'est pas des milliardaires. Et en prenant leur carnet d'adresse, en appelant leurs copains musiciens, ils vont monter deux concerts, un à Philadelphie, un à Londres, qui vont être retransmis à la télévision, qui vont réunir 1,9 milliard téléspectateurs et qui vont réunir tout le Gotha du rock des années 80. Ça, c'est deux mecs, deux musiciens qui montent ça, parce qu'ils se bougent. Donc il y a des choses comme ça incroyables qui se passent dans les années 80 et qui ressemblent un petit peu à l'idéalisme des années 60. À cette créativité, à cette envie de bouger, à cette jeunesse qui bouge, qui avance, même si on lui met des freins, si on lui met des barrières, elle saute ces barrières et elle avance, elle crée. C'est très belle créativité, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Il nous reste un petit quart d'heure ensemble. On pose plein de questions, on va faire un peu de ping-pong. Mais là, quelqu'un a marqué ces mots très simples, ce mot très simple, en lettres d'or, Magnum, et je ne peux pas résister. Bon, c'était Magnum. Alors, Sandra, où les gens étaient plus joyeux malgré tout. Géraldina, même journaliste des grandes chaînes pouvait se permettre de faire de l'humour et du vrai. Oui, tu dis oui? Oui, tu sais, il y avait ces deux journalistes qui s'envoyaient des vannes par journaux interposés, un qui était à 20h et l'autre à minuit. J'ai oublié leur nom, mais il y en a un qui était d'origine corse, et puis un autre qui était un journaliste très connu des années 80. Ils s'envoyaient des petites blagues, et l'autre répondait quand il était dans son journal à minuit, journal de la nuit. Ça, c'était assez marrant. Super. Cette décontraction a un peu disparu peut-être. Oui, il y avait un côté décontracté, un côté décomplexé, décontracté. Ouais. Ou à tout, bah oui, énorme. Mais là, vous êtes trop dans les génériques. Bruno Mazur, pour l'interrogation. Mazur, exactement, je pensais à Mazur. Mythique présentateur de France 2, enfin d'Antenne 2. Ah, doudou, avec la pub et le petit lion. Oh là là, je peux pas résister. Moi, je suis complètement délirant là ce soir. C'est aussi, oui, le Rainbow Warrior de Greenpeace, Liliane Gonzalez. Énorme. Très bien fait de rappeler aussi. Ouais, Mazur Sérillon, donc les deux journalistes. Temps X, bien sûr, avec les frères Bogdanov. Bogdanov, ouais, j'ai du mal.
qui nous initiait à la science-fiction. Ouais. À la BD, il y avait des trucs, la bande à BD qui nous initiait à la bande dessinée. Et dans Temps X, on pouvait rencontrer, voir des auteurs de science-fiction américains très importants. Ouais, c'était une très très bonne émission. Alors, des questions, mes amis, parce que franchement, on va pas tout égrener. Ce que l'on voit là, quand même, il y a un truc à penser, c'est que on est très attaché, en fait, à ces émissions. La télé nous réservait des moments. Et ces moments scandaient notre vie et faisaient un peu notre façon d'appréhender le monde. C'était vraiment une école en parallèle, quoi. Alors la télévision aussi, elle se regardait à plusieurs, donc ça c'était important, c'était un moment collectif. C'est vrai. Et puis c'est vrai que la télévision nous apprenait des choses. Il y a une émission aussi qu'on n'a pas citée qui était très importante, c'est Les Enfants du Rock. Ah oui. Et là, pour les gens qui étaient branchés musique, c'était pendant 2 heures, 2 heures et demie, énorme. Des découvertes, des reportages. Et les gens avaient les moyens, les équipes avaient les moyens d'aller tourner des images en Angleterre, aux États-Unis, de faire venir des gens, de les filmer. Et là, c'était 2 heures et demie de découverte. Et ça, la télévision publique le finançait, permettait de faire ça. Et c'était amener la culture chez les gens sur le petit écran. Sex Machine. Sex Machine avec Philippe Manœuvre, Jean-Pierre Jeunet. Ouais. Tout ça, c'était fabuleux, ouais. Oui, tout à fait. Le dernier président de la République, François Mitterrand, dit Nour. Ok. C'est vrai, en tout cas, je comprends. C'est vrai qu'on n'était pas encore dans cette communication politicienne, même si c'était un fin communicant, mais on était quand même dans l'idée qu'il y avait une morale et des valeurs, quoi. Là, on a vraiment l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus cette assise morale. On a l'impression qu'avant une élection, les hommes politiques font une sorte d'étude de marché. Oui. Quels sont les thèmes là, qui touchent la population? Ok, chômage, racisme, peur du monde, peur des migrants. On va faire un petit programme en mélangeant un peu tout ça. Et puis, voire pas de programme du tout, mais on aura une bonne tête. On oublie les notions de gauche, de droite, ça compte plus, c'est plus important. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de... Qu'est-ce qu'il diffère des années 80 par rapport à aujourd'hui, le truc le plus important, demande Sandra? Les années 80... Ce qui change, c'est qu'on a encore la guerre froide, donc il y a encore 2 pôles. Il y a d'un côté Rocky IV, quoi. Il y a Rocky IV, d'un côté le communisme, d'un côté le libéralisme. Il y a les bons, les méchants, suivant le camp où on se trouve, suivant son opinion politique. Il y a encore un petit peu un espace pour rêver. On peut se dire peut-être que c'est mieux du côté du bloc de l'Est, peut-être qu'ils ont trouver la solution sans le capitalisme, et puis non, en 91 ça s'écroule, en 89 ça s'écroule, on s'aperçoit que de l'autre côté ça va pas non plus. Donc finalement, qu'est-ce qui reste? On accepte le libéralisme, c'est visiblement le seul truc qui fonctionne, donc faisons avec. On avait des signes avant-coureurs avec Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag. Oui, ceux qui voulaient se renseigner, se renseigner. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc parallèle, c'était les... Alors voilà, après ce qui est très triste, c'est que dans les premiers mois... T'es triste? Ah non. Un petit peu déformé ce jeu-là. Donc ce qui est triste, c'est que dans les premiers mois où le mur de Berlin tombe, on a l'impression que ce qui va arriver à l'Est, c'est les choses bien de l'Occident, c'est l'art, c'est les grandes idées, la philosophie. Et non, qu'est-ce qui arrive dans les pays de l'Est? McDonald's, Coca-Cola, les marques. Et c'est les marques qui ont gagné finalement. Ça, c'est un peu triste. On a une remarque critique de Samira, donc c'est intéressant. Dommage, vous abordez les années 80 avec la nostalgie de l'enfance. J'avoue, Samira, que ce soir, moi, j'ai du mal. Mais Pierre, il a une distance critique, il a écrit un livre, donc on compte sur lui. Donc pose des questions très précises à Pierre. Moi, j'arrive pas parce que c'est... Faut prendre du recul. Voilà, je suis un enfant Goldorak, moi, c'est pas possible. Pourtant, il y aurait beaucoup de choses à critiquer de cette époque. Et la télé d'aujourd'hui, avec l'explosion des chaînes, nous offre beaucoup plus de découvertes qu'en 80. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que là encore, cet après-midi, j'ai regardé le bouquet de chaînes qui est offert sur la Freebox. Il y a, je sais pas, 5 ou 600 chaînes. Il y a quand même beaucoup de programmes qui sont pas très intéressants, beaucoup de programmes très cheap. Et puis beaucoup de programmes qu'on va retrouver sur une chaîne ou sur une autre. Il y a quand même beaucoup de chaînes d'infos qui recyclent des reportages, des boucles d'une demi-heure qui tournent et on voit les mêmes images. Il y a beaucoup de chaînes, mais est-ce que l'offre est vraiment si riche que ça? À part les chaînes payantes, pour tout ce qui est chaîne gratuite, je suis pas sûr que l'offre... Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Répondez à Samira. Bruno, les années folles, culturellement, artistiquement, non? Demande-t-il. Ouais, c'est des années folles parce que ça bouge très vite. Tous les ans, tous les 6 mois, il y a une nouvelle mode. On va passer du ska à la mode pirate, voilà, au grunge. C'est une époque qui bouge énormément. Et depuis la mondialisation, le fric, l'individualisme et le bordel, dit Kat.
Ouais. Solong, peut-être début d'un amalgame entre libéralisme philosophique et économique. Là tout d'un coup je sors des cités d'or et on arrive dans le monde gris. Explique un peu ce que tu dis par libéralisme philosophique et économique. Oui, d'accord. Bon, non, je crois pas qu'il y ait eu d'amalgame. Non, on nous vendait vraiment le libéralisme économique. C'était vraiment C'était la solution. Les années fric, on les appelle d'ailleurs les années fric. Pour d'ailleurs faire un contre-champ presque phonétique avec les années folles des années 20. Les années fric, c'est-à-dire que le fric c'est là, le fric c'est chic. C'est les années aussi. Le fric. On voit apparaître des lieux où il faut paraître, des lieux très chics justement, le Café Coste, des endroits dessinés par Philippe Starck, très, très classe, où il faut se montrer bien sapé et où on peut faire étalage justement de son pouvoir d'achat, de son fric et se montrer. Voilà. Dans les années 80, il y a plein d'endroits comme ça où il faut se montrer. C'est une sorte de narcissisme. Des endroits très éclairés. Aujourd'hui, on aime bien dans les bars une certaine intimité, un côté cosy comme ça, la discrétion, l'intimité. Les années 80, il faut se montrer. On va être dans un endroit immense et on va arriver, on se mettre en scène. Il y a vraiment ce côté-là dans les années 80. François Cussed, que je citais avec son livre La décennie, parle d'un tourbillon narcissique des années 80. C'est vrai. Et c'est vrai que c'était important l'apparent. Alors j'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y avait vraiment cette réflexion-là. On continue un peu, mes amis. On attend vos questions. Pour l'instant, vous égrenez beaucoup de trucs. Pas d'addiction au smartphone et aux réseaux sociaux à l'époque. Ah non, le smartphone, c'est arrivé dans les années 90, au plein milieu des années 95. Donc non, on n'y est pas encore. C'est vrai que ça a tout changé, pour le coup. On rêvait des talkie-walkie, on avait des talkie-walkie, on a eu des bebop, on a eu des petits beepers. Ah ça c'est la 90, 92, 13, 94. Géraldina, alors non, la télé est trop verrouillée et sur le même schéma. Nour, les années 80, dernière ligne droite avant l'ère identitaire et populiste. C'est vrai. Intéressant, ouais. Linda, l'offre. Mais il y avait déjà du populisme dans les années 80. Mais en France, c'est vrai que c'était. Oui, bien sûr, mais c'était plutôt marqué extrême droite et c'était plutôt. Là, maintenant, c'est à la mode. C'est-à-dire que le populisme. Mélenchon se revendique d'un populisme de gauche. Donc, le populisme, pourquoi pas quoi, ça fait partie des outils. L'offre sur Arte est très riche, pourtant, dans le domaine musical notamment. D'accord, mais l'Arte, ça remonte à pas mal de temps, là, déjà. Ça doit apparaître tout début 90 peut-être. Ouais, je dirais 90. Ouais, je dirais ça. Samira, on ne doit pas regarder les mêmes chaînes. J'avoue, j'ai un forfait et je ne différencie pas les chaînes gratuites et payantes. Tu es une bourgeoise, Samira. Laurence, Born to be Alive. Ah bah oui, le seul tube là. Fernandez. Il me semble que l'offre télé s'est appauvrie, qu'RTL des années 80-90 se retrouve maintenant sur Internet. Sur Inter, excuse-moi. Oula. D'accord. Dur pour Inter. Mes amis, il nous reste 5 minutes, on se fait un petit ping-pong. Posez des questions pièges à Pierre qui maîtrise le sujet. Coincez-le, il connaît tout sur les années 80. Il a sorti un super livre que je vous recommande. Donc, des questions sur aussi vos propres réflexions. Vous étiez dans les années 80, qu'est-ce qui vous animait? Est-ce que vous pensez... Pour ceux qui sont nés peut-être après, est-ce que vous auriez aimé vivre dans les années 80? Pas mal. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce qui n'est plus possible aujourd'hui, qui était possible dans les années 80, ou qu'est-ce que les années 80 ont libéré comme possibilité, voilà. Donc on attend vos questions et on finira par un petit ping-pong. 78, Born to be Alive, mais là aussi on en a mangé. Ouais, mais on en mange toujours. On en mange toujours. Et aujourd'hui, ce qui prouve que les années 80 ont marqué les gens, c'est qu'il y a cette tournée Star 80 qui parcourt la France et qui remplit les salles, qui remplit les zéniths. Il y a une vraie nostalgie pour cette musique des années 80 aussi. Énorme, avec la batterie, les premières boîtes à rythme. Ouais, les synthés. Le synthé DX7, énorme, mythique synthé. Et puis on commence à faire de la musique avec les ordinateurs, à programmer. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que c'est riche? Il y a vraiment un truc très riche, quoi. Casablanca, lycée Lyoté 81. On ne sait pas ce que tu dis, Cyril. Qu'a-t-on vraiment perdu de ces années-là? On a un petit peu répondu, mais qu'a-t-on? Le Minitel, on a Internet. Une innocence peut-être. On était un peu naïf. Je parlais avec des gens aussi qui ont vécu dans les années 80, qui travaillaient déjà dans les années 80, et qui me disaient... Si j'en avais marre, je quittais un boulot et je savais que la semaine d'après, j'en trouverais un autre. C'était pas un problème. Ça, c'est très années 70, mais c'est vrai que c'est même aussi années 70. Ouais. Mais dans les années 80, visiblement, c'était encore comme ça, puisque des gens me l'ont dit récemment. Ouais. Et beaucoup moins d'angoisse.
moins d'angoisse. Sur ce terrain-là. C'était plus facile de se loger aussi. Ouais. Aujourd'hui, dans les grandes villes, les prix des appartements ont explosé. Les années 80, c'est aussi une époque où, même si tu n'as pas trop de fric, tu peux te prendre un appartement à Paris, on ne va pas te demander des cautions extravagantes, le loyer n'est pas extravagant, tu peux te loger à Paris décemment, même sans être riche. Alors, Samira nuance en disant qu'en 80, quand tu étais pauvre, tu avais accès à rien. Les Chinois n'avaient pas encore accès au marché européen. Voilà, donc effectivement la pauvreté dans les années 80, mais on n'est pas à ces chiffres-là. Là, je vois les chiffres, comment ça augmente. En 10 ans, là, je suis en train de réécrire mon livre sur mai 68 que j'ai sorti pour le 40e anniversaire, où je dis qu'il y a 7 millions de pauvres, on est à 9 millions maintenant. Enfin, je veux dire en France, en France. Donc effectivement, on n'était pas dans ces scores-là. Il y avait un truc de... Il y avait l'abbé Pierre, il y avait un truc de fraternité. Coluche avait un humour qui était un humour aussi, les Restos du Cœur. Donc il y avait l'idée qu'on pouvait se mobiliser. On était naïfs et peut-être dans le bon sens du terme, on croyait vraiment... le Téléthon, c'est né dans ces époques-là, je crois. Et il y avait l'idée que tous ensemble, on peut y arriver. On nous faisait croire ça peut-être, mais... C'est vrai que maintenant, quand on voit des milliardaires qui ont des projets... on va pas dire utopiques, mais des projets en dehors de leur entreprise. On va prendre Musk qui vient d'envoyer une fusée vers Mars. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met une voiture Tesla au sommet de cette fusée et on la filme. Et qu'est-ce qu'on regarde sur tous les écrans du monde entier? C'est cette voiture Tesla. Il se fait une publicité pour sa propre marque. Ouais. Donc on n'est pas du tout dans la générosité. On n'est pas du tout dans le partage, dans une œuvre caritative. Dans l'humanitaire qui était à la mode, même après... Tout est publicitaire, tout est récupéré pour vendre une marque, pour vendre quelque chose. Il n'y a pas de gratuité aujourd'hui. Bon, ceci dit, Kouchner, tout ça, c'était aussi de l'image de marque. Et, voilà. Mais il y avait quand même cette... on était naïfs aussi. Le public se laissait aussi avoir à ses rêves d'aider le tiers-monde. On allait acheter un disque des chanteurs qui luttent contre la famine en Éthiopie. Il y aurait 1 franc sur les 10 francs que coûte le disque qui serait retransmis. Il y avait ce système-là. Bon, on était peut-être naïfs. Il y en a qui disent que le chômage existait déjà, était omniprésent dans les années 80. Ouais, c'était l'obsession, c'est vrai. C'était l'obsession. C'était la grande chose nouvelle. Cette montée du chômage. Et puis cette angoisse. Il y avait un truc anxiogène avec cette montée du chômage. Et puis il y avait la montée du chômage et puis il y avait encore la guerre froide. Ça pouvait péter. Ouais. Ça pouvait déconner entre les Américains et les Russes. Et ils pouvaient s'envoyer des missiles. Et nous, on était entre les deux. Et on était aux premières loges si ça pétait. Il y avait toujours cette angoisse. Je pense qu'on s'amusait dans les années 80 parce qu'on savait que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. On savait qu'on pouvait se réveiller le matin, allumer la radio et entendre que la guerre nucléaire avait commencé. Il y avait ce côté amusons-nous, tant que la maison ne brûle pas. Je trouve qu'il y avait un peu de ça. Ouais. Alors, Ève-Marie, j'ai l'impression que c'était le début du discours politique, entre guillemets, travaillé en amont par les communicants, notamment avec les campagnes de Mitterrand. Donc on était moins angoissé, mais sans doute pas moins manipulé. On était manipulé aussi. Ouais. Bruno, question piège pour Pierre. Une émission de radio coquine, assez explicite, passée sur Europe 1 le samedi à 2h du matin, animée par CC, mais je ne trouve plus d'infos nulle part là-dessus. Je crois qu'elle s'appelait Classé X. Ça te dit quelque chose? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Aider Bruno non, ça me dit rien, moi. Ouais, moi, CC, l'animatrice CC me dit complètement quelque chose. Ouais. Après, j'ai pas écouté cette émission Classé X à 2h du matin. Ça, je la connaissais pas. Mais ça me dit quelque chose aussi, vaguement. Il faudra faire des recherches. On devait en parler. Mais si quelqu'un la connaît... Voilà, n'hésitez pas. Exactement. On prend les dernières. Géraldina, on termine dans quelques minutes, mes amis. Allez-y, vos dernières remarques. On avait de l'espoir. Et oui, on pouvait rêver. La jeunesse était aussi plus mise en avant. Oui, ça c'est vrai. La jeunesse était là. Ouais, en télévision, il y avait beaucoup d'animateurs jeunes. Il y avait Vitamine, il y avait Croque Vacances, et c'était vraiment un travail fait pour nous, pour satisfaire la jeunesse, la cultiver. C'était pas on ouvre un robinet et on déverse tout ce qui existe ailleurs, quoi. Il y avait comment dire, un acte rédactionnel sur ce qu'on doit donner. Bon, après, c'est vrai que la jeunesse peut s'exprimer sur Internet, sur YouTube, mais en même temps, il y a un peu tout n'importe quoi. Il n'y avait pas YouTube et tout. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, ça passe plus par la télévision, mais c'est pas forcément intéressant parce qu'il n'y a pas une réflexion derrière. Bien sûr. Il y avait du chômage, mais on restait des années de plein emploi. Liliane, l'empathie des années 80. Samira, on n'avait pas encore la compréhension de la com des politiques via les médias. C'est vrai, d'où la naïveté que je mentionnais.
la culture était traitée avec le désir de connaître, l'appétence. Ça, je trouve aussi. Pas de contre-information. Actuellement, c'est vrai on n'est pas mieux, non. Aujourd'hui, ce qui est assez positif, c'est qu'il y a une contre-information. On a plein de sources. C'est vrai qu'à l'époque, même s'il y a de nouvelles chaînes de télé, au maximum, dans les années 80, il n'y a que 6 chaînes de télévision à la fin des années 80, dont une qui est payante, qui est Canal+. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, on a 600 chaînes de télé sur le câble. Et puis Internet. Ouais, on peut écouter, si on en a marre d'écouter une télé française, on écoute une télé arabe, on écoute une télé russe, une télé italienne. On peut se faire un avis plus facilement. Ouais. Nour, on pouvait regarder un match de tennis en prenant du plaisir, sport plus créatif, moins rationalisé. C'est vrai, des finales, même Lendl qui est pourtant une machine, c'est vrai qu'il y avait, qu'on regardait le tennis. Ouais. Et chaque joueur avec sa personnalité, c'est vrai qu'il n'y avait pas il n'y a pas une technique uniforme absolument standard. Il y avait de la créativité en fait. Et chaque joueur en plus était un peu fou, chaque joueur était un poète, un artiste. C'était pas du tout aujourd'hui un sport mécanisé, professionnalisé. Parfois avant un grand match, avant une finale, les joueurs sortaient toute la nuit, se pétaient la gueule toute la nuit et le lendemain matin ils étaient sur le court pour disputer leur finale. Quelque part c'était des rockers, les grands joueurs des années 80. Michel Serres, dit Samira, dit que la nostalgie d'une époque vient de la satisfaction d'un monde qu'on a reçu et la déception du monde qu'on a construit. Non, moi j'aime mon époque, moi j'aime bien cette époque-là, mais simplement... Moi j'ai pas l'impression d'avoir construit un monde, j'ai l'impression de faire avec celui qu'on m'a donné, mais j'ai pas l'impression d'avoir construit le mien. Mais on peut voir dans ces années des années où on espérait, je crois qu'il y avait de l'espoir. Il y avait l'espoir d'une amélioration, il y avait des utopies des années 70 qui résonnaient. Dans les chansons, même dans le rock, Je rêvais d'un autre monde, qui était aussi fait partie de la bande. Malheureusement, voilà, ça dit tout. Je rêvais d'un autre monde, mais on n'arrive pas à le créer. Ouais. Les années 80, c'est quand même pas le Front Populaire. Le Front Populaire, oui, d'accord, en 1936, il y a vraiment une adhésion et puis un mouvement populaire dans les années 80. On n'y croit plus, on a perdu cette naïveté. Même si, effectivement... Tu penses qu'il faut la retrouver ? C'est essentiel. C'est essentiel de retrouver cette envie de changer. Et puis même si c'est plus dur aujourd'hui que dans les années 80 ou dans les années 30, c'est essentiel, oui. J'ai une question pour toi avant de lire celle de Linda. Si tu devais transmettre quelque chose des années 80 à un enfant d'aujourd'hui, ce serait quoi ? C'est rêve, n'écoute pas tes parents, n'écoute pas les gens qui ont plus de 30 ans et... c'est très 70 ça. C'est même années 60, c'est ce que disaient les hippies. Et puis, rien n'est impossible, aucun rêve n'est inaccessible et c'est justement, il faut rêver, rêver. Et si tu transmets un objet à un archéologue du futur, un objet symbolique de ces années-là, ce serait quoi ? Ça peut être plein de choses, ça peut être un compact disque, ça peut être une console Nintendo, ça peut même même une console, même Atari. Une console Atari, ça peut être plein de choses. Ça peut être, pensons à des objets qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui étaient indispensables dans les années 80. Le Minitel. Le Minitel, par exemple. Le téléphone. Voilà, le téléphone Radiocom 2000, la batterie tenait dans une valise, des choses comme ça. Ouais. Alors, question, Linda qui nous a dit une question, mais j'ai perdu. Alors, voilà. Alors, vous avez fait une biographie sur Noir Désir, groupe formé dans les années 80, un avis sur l'évolution du chanteur. Et bingo. C'est peut-être pas le débat. Non. C'est comme tu veux. Non, je dirais que c'est pas le débat, ça prendrait trop de temps. Non, mais en tout cas, là, Noir Désir dans les années 80, c'est quelque chose. Voilà, Noir Désir, sombre héros. Noir Désir, ça démarre dans les années 80. Mais ça va avec Indochine, ça va avec tout ce climat où on peut être dark et on peut... Ouais, mais alors je dirais que c'est mieux qu'Indochine et que c'est pas du tout la même chose. Indochine, c'est un groupe résolument pop, résolument qui cherche à faire des tubes. Noir Désir, c'est une autre démarche, c'est une démarche plus rock, plus... je dirais quelque part plus underground. Pour répondre un peu à cette question, il y a aussi dans les années 80 un féminisme qui se perd complètement. Je veux dire, la femme redevient la potiche, un peu. Moi, à part Sardou qui chante femme des années 80, il y a quand même la femme dans la pub qui est affichée partout pour vendre. Est-ce que ça a vraiment changé ? Ça n'a pas beaucoup changé. Peut-être depuis quelques mois ça a changé. Depuis quelques mois ça a changé, mais c'est tout récent. Ouais, t'as raison. Mais c'est vrai qu'on voit des femmes pour vendre des voitures, des marques de boissons gazeuses. Il y a un machisme moderne.
Alors, il faut écouter les plus de 30 ans, voyons, sinon quelle transmission, dit Bruno. Il n'est pas hippie, Bruno. Platini, foot moins gâté par l'argent. Walkman, The Cure, le 4, j'enlève le bas, ouais, la série de pubs. Ça, c'est 80, c'est tout au début. Ouais. Ouais. On vivait pour être et non pas pour avoir, dit Joseph. C'est notre philosophe de la soirée, là, vraiment. Le Grand Bleu, 37 de le matin, Diva, Subway, Ben X et Besson. Tous les cartons du cinéma français. Ouais. Voilà, bah écoute, on a fait un beau voyage. C'était très agréable. Moi, j'étais un peu, voilà, je suis parti. Hein. Vous m'avez perdu là. On a découvert tes talents de chanteur. Moi, j'ai découvert. Oui. Il faut qu'on lise le livre donc de Pierre parce que alors vraiment c'est exhaustif. Si vous aimez comme ça égrener, parce que c'est un livre vraiment. Je crois que tu n'as rien oublié quoi, dans ton livre. Alors tu mets même des playlists dans ton livre. Ouais. Hein. C'est-à-dire que... Pour chaque année, je mets les 20 titres qui passaient le plus à la radio pour chaque année de la décennie 80. Et ça parle vraiment. Et ça parle vraiment. C'est très coloré, c'est très voilà, il y a dans le livre, beaucoup d'images. Voilà. C'est un beau livre. Hein. C'est un beau livre. Dans le livre, le maquettiste a essayé de retrouver la très couleur, beau travail. Cette couleur des années 80. Orange. Des couleurs voilà. Très vives. Et donc c'est chez Larousse, Cultissime 80. Cultissime 80. Voilà, je mettrai tout en description. Et quels sont tes projets d'écriture pour l'avenir? Là, tu bosses sur quoi en ce moment? C'est quoi ton... Comment on te suit en fait? Je viens de terminer un livre pour Larousse aussi, qu'on a fait à 3, qui s'appelle Le Zapping de la musique. Donc c'est un ouvrage de vulgarisation de la musique qui raconte l'évolution de la musique depuis les hommes préhistoriques jusqu'en 2018. Génial. Voilà, et puis j'ai un bouquin aussi qui sortira vers le mois de mai. Les deux sortiront vers le mois de mai. Ouais. Un bouquin que j'ai fait avec un photographe qui a suivi une bande de bikers proto-Hells Angels dans les années 70. Ouais. Et j'ai écrit une nouvelle à partir de ces photos. Donc ça va être un beau livre avec 200 photos. Chez Larousse aussi? Non, chez un petit éditeur qui s'appelle Serious Publishing. Et moi j'ai écrit un texte de fiction inspiré de ces images. J'imagine la vie de ces bikers, j'imagine l'aventure que traversent ces bikers. Et il y a ces photos incroyables parce que pendant 3 mois, il est immergé dans cette bande qui vit dans des squats, qui roule sur des vieilles motos anglaises, vieilles motos américaines. Ils ont des looks incroyables et les photos dégagent vraiment quelque chose. C'est pareil, c'est un âge d'or perdu. C'est quelque chose de perdu. Super. Donc voilà, les 2 prochains projets. T'es nostalgique comme écrivain? Non, je suis pas nostalgique parce que en fait, on a tendance à magnifier le passé, ça je le sais très bien. Et je sais très bien que le passé qu'on aime, 70, 80, il n'était pas si bien que ça. Et que moi, je vis et je m'éclate en 2018. Et dans 20 ans, je regretterai 2018. Super. Bon voilà, merci les amis, c'était très très chaleureux. On pourrait encore en faire hein, des philo live sur les années 80. Tu regarderas un peu les réponses, tu pourras. Bien sûr. Il aura le lien, donc continuez de poser des questions. Et c'était vraiment vraiment intéressant. Merci Pierre. Merci beaucoup. On fera un live à l'occasion sans aucun problème. Avec plaisir. Ça t'a plu comme expérience? Ouais, j'ai adoré. Super. Au revoir les amis, à très bientôt.